Bonjour, nous allons commencer, nous allons continuer à énumérer cette liste presque infinie des éléments de l'architecture. Des éléments qui ne sont pas hiérarchisables, ils sont presque tous aussi importants les uns que les autres, et tous postulent à avoir la première place. Hein, ils sont tous premiers. Nous allons voir aujourd'hui par exemple, le foyer. C'est vrai qu'il arrive loin derrière le premier cours, mais pourtant, effectivement, il peut vraiment être considéré comme un élément essentiel. D'ailleurs, enfin, je vais en reparler, mais pour, euh, pour, ce, pour ce mec que j'ai cité là, Gottfried Semper, voilà, c'est lui le premier élément de l'architecture. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire son essai Les 4 éléments. Et dans ces 4 éléments, je vais l'expliquer tout à l'heure, il met le foyer à la première place. Mais le toit, qui va venir après, c'est la même chose, vous voyez. Il peut aussi être considéré comme l'élément fondamental de l'architecture. Parce qu'on dit être bien sous son toit, parce qu'on dit avoir un toit pour avoir un foyer, justement, comme un feu, une cheminée. Donc il peut aussi être considéré comme l'élément premier. Quant à la coupole, on peut dire que effectivement, c'est quelque chose qui renvoie, vous voyez, à une certaine unité architecturale. Elle renvoie à une bulle, elle renvoie à une sphère, et elle renvoie aussi donc au ventre maternel d'où nous sommes tous sortis, notre première habitation. Enfin, la coursive, ça sera un petit peu différent puisque la coursive, c'est pas un élément qui ferme, hein, comme le foyer, la cheminée. Hein, on va le voir aujourd'hui, ça détermine quelque part un espace protégé, un espace fermé, comme le toit. Hein, donc ça ferme, la coupole. Mais la coursive, c'est un élément qui met les choses en relation. Alors, bon, la cheminée. Bon, c'est vrai que la cheminée, c'est pas, pour moi, c'est pas le conduit de cheminée, c'est pas ça, c'est vraiment le sens large. Hein, c'est effectivement, comme je viens de le dire, hein, c'est le foyer, hein, c'est le feu. Hein. Et c'est vrai que, on peut, enfin, bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, bien sûr, mais il est toujours intéressant de s'interroger, vous voyez, sur comment, comment on est arrivé donc à domestiquer le feu. Hein. Le feu, c'est quand même terrible. Enfin, bon, il y a eu ces incendies récemment à Los Angeles, et ça n'a pas touché que des milliardaires. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Il y a eu des voitures qui ont été fondues. Donc c'est quelque chose d'une violence inouïe, quoi. Et c'est aussi voilà, totalement fascinant, vous voyez, d'avoir pu le domestiquer. Bien qu'aujourd'hui, le feu, effectivement, c'est plus l'énergie hein, qui, euh, qui chauffe nos, nos, nos logements, puisqu'effectivement, je vais pas trop m'apesantir dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il n'y a plus, disons, un lieu unique, hein, d'où vient la lumière, d'où vient la chaleur, avec l'électricité, avec le gaz. Voilà, il y a partout des plaques qui chauffent, il y a partout des ampoules qui éclairent. Et donc, on n'a plus, voilà, on n'a plus ce rapport voilà, essentiel dans les appartements contemporains avec ce foyer originel. Alors, ce foyer originel, bon, je voudrais faire un peu de... Je voudrais revenir au mythe, et notamment alors, revenir à la déesse du foyer. Et la déesse du foyer, c'est vrai que... Enfin, moi, c'est une déesse, je sais pas, elle m'a toujours... Je l'ai toujours appréciée, elle m'a toujours accompagné. Je me rappelle... Enfin,
comme je disais, Jean-Pierre Vernant, tout ça, quand il parlait justement des oppositions mythologiques originelles en Grèce, entre par exemple Hermès, donc la déesse du foyer, pardon, Hermès, le dieu du commerce et de l'échange, le dieu de l'extérieur, le dieu du mouvement, et Hestia, pardon, la déesse du foyer, hein, celle qui ne bouge pas, hein, celle qui n'a pas de contact, puisqu'elle elle est vierge, elle refuse Hermès, elle refuse euh, les autres dieux, et elle reste comme ça, donc presque anonyme. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour faire ce cours, j'ai pensé que ce serait facile de trouver des représentations d'Hestia. En fait, il y en a, il y en a pratiquement pas. Et il faut dire aussi que c'est une déesse, si vous voulez, qui a pratiquement toujours existé, mais sans vraiment avouer. C'est une divinité, voilà, qui a presque toujours existé et qu'on retrouve pratiquement dans, dans tous les pays indo-européens, mais finalement qui a tardé à être nommé, voilà, à avoir un nom. Donc c'est une divinité en retrait. Voilà. C'est une divinité qui protège. C'est la déesse du foyer. Et le foyer aussi en Grèce, bon, c'est pareil. Bon, j'ai pas d'image, mais il faut bien imaginer ce que c'est. Quoi, vous voyez, hein, parce que le foyer, c'est à la fois effectivement le feu, c'est à la fois là où on transforme les aliments, mais c'est aussi donc autour du foyer hein, que l'on met les morts dans les urnes, hein, les ancêtres dans les urnes. Et c'est aussi là où on fait des libations et des sacrifices aux dieux. Et je crois me rappeler, bon c'est vrai, j'ai pas vérifié, mais chez Heidegger, là, dont l'homme habite en poète, je sais plus trop où, enfin en tout cas, il parle de cette relation quadripartite, vous voyez, entre les mortels et les immortels, les habitants de la maison et les urnes qui contiennent les cendres des morts, et les, les mortels et oui, pardon, c'est pas ça. Les vivants et les morts, pardon, donc les vivants qui occupent l'habitation et les morts qui sont dans les urnes et les mortels hein, qui sont sur terre, condamnés un jour à mourir, et les immortels hein, qui sont sur le mont Parnasse, qui sont dans les cieux. Voilà. Et c'est vrai que là, le foyer, la cheminée, et la fumée qui sort de la cheminée, eh bien, elle fait le lien, vous voyez, donc entre le ciel et la terre, entre le royaume des dieux et celui des mortels, le royaume des immortels et celui des mortels, et le royaume des morts et le royaume des vivants. C'est vrai que c'est vrai que c'est une chose tellement bizarre. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, le sacrifice, les libations, le feu, c'est bizarre, c'est vrai, parce que on a pratiquement plus, on a domestiqué le feu, bien sûr. Hein, ça a été notre première énergie, mais on a plus vraiment on a très peu maintenant de rapport avec lui. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est remplacé par des plaques chauffantes, des plaques électriques. Donc, on n'a pas vraiment hein, de rapport avec cet élément. Voilà, donc quelques images, hein, mais voilà, mais c'est pas. D'abord, c'est pas Hestia, c'est Vesta. C'est un petit peu autre chose, hein, puisque Vesta, c'est la déesse latine, qui est très différente finalement de Hestia. Bon, c'est la, c'est la déesse du foyer, mais elle a aussi un côté institutionnel, vous voyez. Donc, elle existait déjà en Grèce, puisque, par exemple, effectivement, chaque foyer avait son feu, chaque communauté avait son feu, et quand les gens partaient, donc émigraient, hein, sortaient de la communauté pour aller fonder des colonies, par exemple, eh bien, ils emportaient avec lui le feu. Et puis, on peut imaginer, voilà, donc effectivement, vous voyez, le paysage hein, qui se remplit de colonnes de fumée, et ces colonnes de fumée hein, qui marquent hein, la colonisation humaine hein, sur la Terre, et qui transforment la Terre. Et Vesta, effectivement, donc, c'est un dieu très officiel, qui a un temple à Rome, avec donc des prêtresses, hein, les vestales, qui lui sont consacrées. Et bien sûr, même chez Hestia, si vous voulez, on va revenir là-dessus, bien sûr, mais il y a
une relation, vous voyez, donc entre la maison et le monde, vous voyez. Hein, c'est vrai qu'il y a cette idée toujours, voilà, il y a cette idée que finalement le foyer, il est pratiquement toujours, même si les foyers sont multiples, il est pratiquement toujours, hein, au centre du monde. Et le monde est un disque, et quelque part, la maison grecque originelle, elle est aussi circulaire. Vous voyez. Voilà, on est autour du feu, on fait un cercle, et ce cercle, c'est aussi le cercle de la terre chez les Grecs, hein, qui était plate, hein, mais qui était circulaire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des divinités quand même, Hestia, Vesta, c'est quand même des divinités, même si, euh, même si effectivement Hestia elle a tardé à avoir son nom, même si elle est quand même très très peu représentée, donc elle a donc une importance, hein, dans la hiérarchie des dieux, puisque de toute façon, hein, elle est fille de Cronos, hein, donc le père même de Jupiter. Voilà, donc le temple de Vesta à Tivoli, donc une gravure de Piranèse. Et c'est vrai que les temples de Vesta, comme les temples d'Estia, pardon, c'était toujours des temples circulaires. C'est pas des temples rectangulaires, c'est des temples circulaires, périptères. Vous voyez, donc là, bon, on ne sait pas trop comment c'était, bien sûr, mais euh, on le voit. Bon, là, ça, c'est la représentation d'Hestia, dessinée par Piranèse, une statue qui se trouve aussi à Tivoli. Vous voyez, c'est une femme très, très simple, sans apprêt, un peu virile, voilà, hein, et assez, qui se met pas en avant, qui reste cachée, et qui porte dans la main, je crois que là, c'est des, des, des- des épis de blé, mais ça peut être bon, soit une torche, soit une corne d'abondance. Voilà, toujours le temple de, de Vesta à Tivoli, dessiné par Piranèse. Voilà, un temple circulaire. Voilà, un cercle. Ça aussi, c'est important parce que, enfin, on va bien sûr revenir plusieurs fois là-dessus, mais voilà, quand, quand on fait un feu dehors, dans la nature, et quand on est une communauté, un groupe, effectivement, on se met autour du feu, on se met en cercle. Et on peut dire que voilà le cercle, comme peut-être, vous voyez, première forme d'habitation, et puis un cercle aussi, une forme d'habitation qui est quelque part déterminée, vous voyez, hein, par justement, hein, une ambiance bien tempérée, hein, qui se diffuse donc de manière circulaire autour du feu, autour de l'âtre, autour du foyer. Bon, ça c'est un dessin de Serlio, et chez Serlio c'est assez intéressant parce que qui représente là aussi le temple de Vesta à Tivoli, et lui il a fait un oculus dans la coupole à l'intérieur du temple, et cet oculus effectivement donc il fonctionne, hein, comme il permet en tout cas l'évacuation des fumées du feu sacré. Voilà, cercle, cercle. Voilà, se mettre en cercle, vous voyez, autour du feu. Hein, on voit ici donc une représentation de la Sainte Famille, de la fuite en Égypte. Et effectivement, l'image, elle est géniale, c'est vrai, parce que bon, c'est Rembrandt. Et finalement, on est en pleine nature, on est dans un paysage, et euh, on a l'impression que, voilà, on a l'impression que il s'agit d'un intérieur. Vous voyez, c'est presque peint comme les intérieurs qu'il représente. Vous voyez, c'est toujours des espaces très sombres avec quelques, quelques une lumière qui est très localisée. Et là, effectivement, ce qui est assez fascinant, c'est que voilà, on est à l'extérieur, et cet extérieur, donc, il recèle, hein, une intimité, voilà, hein, l'intimité d'une famille autour du feu. Voilà. Donc toujours, excusez-moi,
c'est peut-être un peu répétitif, je dis peut-être un tout petit peu toujours la même chose, mais je trouve que c'est vraiment important, vous voyez, pour la suite du cours, de comprendre ça. Une ambiance, ouais, une ambiance bien tempérée, chaude, vous voyez. Hein, donc, autour de cette ambiance, effectivement, hein, une intimité qui peut se déployer. Bon, ah, ça marche plus. J'ai un problème, je crois que ça marche plus. Peut-être je peux essayer. Ah, moi je peux essayer. Ah, je crois que ça a marché peut-être. Non, ça marche. Oui, ça marche, pardon, excusez-moi. Voilà, autre exemple, autre peintre, et toujours la même chose. Enfin là, le feu, il est à peine visible. Et vous voyez, c'est sidérant. Vous voyez comment cette scène, hein, c'est une scène classique, c'est une représentation religieuse classique hein, de la peinture du 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Vous voyez, donc, voilà, on est dans un paysage, il y a un feu, et tout d'un coup, ce feu, donc, il détermine une, une, une intimité, et le cercle de cette intimité, vous voyez, l'espace de cette intimité, eh bien, il est rendu tangible par, par les peintres. J'ai pas besoin de murs, hein, pas besoin de toit. Vous voyez. Finalement, un feu suffit. Voilà, c'est là où je voudrais revenir à Zemper, si vous voulez, parce que voilà, ce qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire que l'architecture, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est le foyer, voilà, parce que c'est lui qui apporte la chaleur. Hein, c'est lui, effectivement, qui permet la vie autour de lui. C'est lui qui définit, disons, l'ambiance optimale pour le développement humain. Et puis ensuite, eh bien, pour l'accompagner, il faut simplement donc une enceinte, hein, donc une paroi, euh, une barricade hein, pour se protéger donc des ennemis et pour conserver la chaleur du foyer. Et puis au-dessus, il faut bien sûr un toit hein, pour se protéger de la pluie, hein, pour éviter que les intempéries ne viennent éteindre le foyer. Et puis un sol hein, recouvert de tapis dans lequel on peut s'asseoir et on peut s'allonger. Et c'est en ce sens, effectivement, que voilà, le foyer, hein, il peut être considéré comme l'élément premier, voilà, l'élément fondamental de l'architecture. D'ailleurs, je pense que c'est ce que pense, je pense que c'est ce que pense, oui, hein, tous ces Mongols hein, qui vivent dans la vallée de l'Orkhon, donc dans leur yourte, vous voyez, hein, parce que la yourte, c'est ça, c'est vraiment la thèse de Saint-Père, si vous voulez, vous voyez. Hein, il y a au centre un feu. Bon, maintenant, c'est souvent des poêles, mais il y a toujours du feu. Hein, et puis autour, eh bien, la construction, elle est très fragile. Vous voyez, c'est pas des murs en pierre, hein, c'est pas des murs en briques. Hein, c'est simplement donc une structure en bois hein, qu'auparavant on recouvrait de peaux de bête, hein, donc et on recouvrait donc uniformément hein, les parois et le toit hein, pour assurer donc l'imperméabilité de l'habitation. Et puis, bien sûr, donc au sol, hein, des tapis et des tapis. Voilà, la yourte. Bon, bien sûr, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, enfin, de rendre visible la colonisation. Vous voyez, donc, hein, le feu, ces colonnes de fumée comme ça qui viennent marquer, scarifier hein, le territoire. Et c'est une chose, effectivement, que je trouve qui apparaît très bien chez Wright, vous voyez. Hein, ce mec, il est complètement obsédé par la conquête de l'Ouest, vous voyez. C'est vraiment la conquête, la colonisation voilà, d'un paysage sauvage par les Occidentaux. Et voilà, par exemple, la maison Roby, hein, qui date des années 1910, eh bien, c'est vrai qu'elle exprime, vous voyez, parfaitement, vous voyez, cette idée hein, des colons là, qui viennent occuper, voilà, qui viennent un territoire. Vous voyez, la maison, c'est rien, hein, c'est juste, enfin, c'est pas rien, là, c'est sûr, c'est pas rien, mais c'est très peu d'éléments, c'est très peu de choses, voilà. Hein. C'est juste de grandes toitures, hein, donc presque plates, hein, qui forment une sorte de croix,
hein, comme on met une croix sur une carte pour dire que c'est là, c'est ici, ça m'appartient. Vous voyez, et ces toitures, elles sont articulées, hein, par une grande verticale, et cette verticale, bien sûr, c'est la cheminée. Et ce qu'il y a de génial dans ce projet, c'est que bien sûr, voilà, à l'intérieur, au premier étage, là où sont les pièces communes, toute la vie sociale, elle s'organise, voyez, autour de la cheminée. Vous voyez, la cheminée, elle s'ouvre, hein, sur le salon, mais aussi donc elle distribue donc d'un côté la cuisine et les pièces de service, et puis derrière, de l'autre côté, la salle à manger. Voilà, vous voyez, des horizontales, hein, qui s'avancent comme ça vers le territoire, et qui s'avancent en porte-à-faux, donc, hein, autour, hein, de la grande verticale de la cheminée. Voilà, le salon, avec le plafond qui est creusé, voilà, qui s'ouvre de toutes parts, mais dont, disons, le, le- le plafond est creusé pour quand même bien marquer, hein, une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis la cheminée, voilà, vraiment, qui est énorme, vous voyez, totalement disproportionnée, mais qui renvoie, vous voyez, à ça, donc, hein, au feu, hein, de la Sainte Famille, hein, en fuite en Égypte, hein, et qui arrivait donc, malgré l'hostilité de la nature autour d'elle et malgré l'hostilité des hommes, vous voyez, à recréer, voilà, autour du foyer une intimité. Bon, autre exemple encore plus délirant, voilà, vous voyez, ce système, hein, d'horizontal et de vertical. Hein, l'horizontal étant, bon, il y a les murs qui portent, il y a les rochers qui portent, hein, mais il y a la cheminée. Voilà, pardon, les verticales, c'est les murs en pierre, les murs en béton recouverts de pierre, c'est la cheminée, hein, et puis les horizontales qui gravitent, vous voyez, donc, oui, qui gravitent comme autour, hein, de ces éléments verticaux, hein, ce sont les balcons et puis les pièces d'habitation. Voilà, un espace complètement ouvert. Il y a toujours cette idée-là. Voilà, l'important, c'est pas les murs, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le foyer. Voilà. Donc, et on peut imaginer effectivement donc une maison, hein, qui irradie, hein, qui domine, voilà, complètement le paysage. Et par contre, la communauté des occupants pourront se rassembler, voilà, hein, autour, hein, de ce feu régénérateur. Voilà, tout est suspendu. Hein, ça, c'est même l'escalier qui permettait au propriétaire et à sa femme de se baigner nus dans l'eau glacée. Il est suspendu, donc, effectivement, à la, à la, aux éléments en porte-à-faux. Et ça, voilà, c'est la cheminée. Vous voyez, c'est le seul élément stable. Hein. Voilà, comme justement Estia, hein, c'est la déesse de la stabilité. Voilà. Hein, tout tourne. Voilà. Hermès, il tourne, il se déplace, il est en mouvement. Mais elle, non, elle ne bouge pas. Elle ne quitte pas elle ne quitte pas la maison. Elle est garante, parce qu'elle est garante de l'intimité de la maison. Bon, autre exemple, là c'est encore autre chose, puisque c'est la période, notre période de Wright, hein, c'est la Holyoke House. Mais en fait, c'est pareil, il y a aussi une cheminée qui est énorme. Et d'ailleurs, vous voyez, on la voit sur l'image, hein, c'est le grand monolithe comme ça qui vient couper cette construction néo-maya. Voilà, le plan. Donc on voit, vous voyez, la, la vue que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est le, le ressaut, enfin, l'aile qui sort en bas, et puis on voit, vous voyez, la masse, la puissance de la cheminée, on la voit sur le plan en bas, hein, donc, puisque le séjour, il fonctionne comme une sorte de galerie. Là aussi, il est creusé, vous voyez, il est creusé, le plafond est creusé, hein, dans la toiture que l'on voyait tout à l'heure.
hein, pour affirmer, donc presque, enfin c'est très différent finalement que la maison Roby, c'est presque comme une grotte, hein, et après donc il y a cette cheminée donc énorme, hein, qui vient donc dominer l'espace, qui vient quelque part aussi le mettre en crise, vous voyez, hein, donc puisque elle est pas comme la cheminée de la maison Roby au milieu, mais elle permet donc elle aussi, vous voyez, au, au plan cruciforme de fonctionner. Voilà, le séjour, vous voyez, avec le plafond creusé, hein, c'est comme un antre. Et puis on voit donc à gauche, voilà, la cheminée, hein, totalement massive, hein, qui vient donc apporter l'énergie, la chaleur, et autour de laquelle peut se recueillir la communauté. Bon, autre exemple encore, mais aussi un tout petit peu différent et très intéressant, hein, c'est Rudolf Schindler, hein, c'est sa maison à Los Angeles. Bon, c'est une maison qu'il a toujours partagée avec d'autres architectes, notamment avec Richard Neutra. Et cette maison, c'est vrai enfin, il a construit sa maison juste après avoir collaboré avec Wright sur la Holyoke House. Et bon, on voit pas trop, c'est très différent, mais sauf la cheminée, oui, parce que on la voit à droite, hein, c'est un gigantesque monolithe comme ça, hein, qui est posé. Et surtout, je voulais pas trop le dire tout de suite, mais cette cheminée, je la trouve, enfin, j'avais vu ça, j'étais mort, quoi. Je trouvais ça tellement génial. C'est que cette cheminée, en fait, elle a elle a deux, elle s'adresse à la fois, vous voyez, au séjour, à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur, au jardin. Vous voyez. Donc voilà, c'est cette idée, je trouve assez intéressante dans le, dans le feu. Vous voyez. Quand on regardait un feu, hein, c'est vrai que on peut se dire que voilà, donc hein, voilà, on peut être voilà, à l'extérieur, à l'intérieur, et quelque part l'intimité, voilà, elle est uniquement recréée, hein, par le foyer, par la chaleur qui émane du foyer. Alors oui, c'est intéressant parce que quelque part ça déborde un peu l'architecture. L'architecte, c'est pas le mec qui allume le feu, c'est pas ça. Mais voilà. Donc, c'est lui. Mais par contre, c'est lui qui va, disons, définir l'espace, comme le dit Zimper, hein, autour du foyer. Et là, ce qui est fascinant, hein, c'est d'avoir mis cette cheminée donc à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle peut très bien chauffer l'intérieur du salon, mais elle peut très bien aussi donc chauffer la cour plantée. Et on voit là maintenant dans l'isométrie le bloc de la cheminée, hein, et on voit la complexité de cette maison. Ah, c'est vrai qu'elle est en L, hein, c'est des ailes qui viennent s'articuler pour former une sorte de svatika, et elle a toujours été occupée donc par deux couples. Mais il y a énormément, enfin, c'est une chose bizarre, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, vous voyez, il y a une volonté aussi d'avoir une architecture éphémère, presque nomade. Dans les matériaux aussi, c'est assez étonnant parce que il y a du béton, disons préfabriqué sur place. Hein, c'est pas du béton qui a été coulé comme ça. Il a été d'abord préfabriqué, même si ça a été sur place. Et après, on a monté les pièces. Et puis aussi des arbres, hein, comme le séquoia. Vous voyez, la volonté, c'est à la fois une maison et c'est aussi une cabane. C'est à la fois une habitation sédentaire et c'est aussi, disons, un habitat pour les nomades. Mais au fait, c'est ça qui est fou dans cette question du foyer, du feu, si vous voulez, d'Astia, voilà, qui est toujours là. Dans le feu que, quand on est grec et qu'on veut partir dans des colonies, on prend et puis on part avec lui, hein, pour pouvoir fonder sa maison. Et dans le fait aussi que, voilà, même si on est nomade, comme les Mongols que j'ai fait voir tout à l'heure, eh bien, quand on a monté sa yourte et quand on a allumé son feu, putain, on est au centre du monde. Et on est là. Voilà, donc bien sûr, il y a des tas d'influences, hein, des shoji japonais,
le Japon, la préfabrication, voilà, la photo avec la cheminée qui peut s'ouvrir aussi donc, sur l'extérieur et chauffer l'extérieur. Voilà, c'est vrai que voilà, le feu, c'est ça qu'il faut bien voir. Vous voyez, c'est vraiment ce qui produit. Vous voyez, c'est lui qui produit voilà, le milieu le plus favorable à notre développement. Vous voyez. Bon, par exemple, je sais pas, quand on lit je sais pas quoi, là, les méditations cartésiennes, et puis je sais plus trop quel truc de Descartes, où il dit que voilà, il est devant son poêle, et puis voilà, il réfléchit, il pense, quoi. Toute la journée, il a tué des gens dehors, vous voyez. Et puis le soir, il rentre dans sa caserne, il se met devant son poêle. Le poêle lui donne l'ambiance. Il a tué les gens dans le froid, voilà. Et puis le soir, parce que c'est un militaire, et puis le soir, il vient devant son poêle dans l'ambiance la plus favorable, et tout d'un coup, c'est le plus grand philosophe français. Oui, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir. Hein, l'importance du feu, hein, de la chaleur, l'importance du feu quand on a perdu le ventre et les bras de sa maman, vous voyez, l'importance du feu pour continuer à grandir, hein, pour continuer à se développer et être de plus en plus intelligent. Voilà, mais le feu, ça peut être aussi considéré comme un matériau de construction. Là, je voudrais faire voir juste 2 maisons brutalistes. Bon, la première, c'est... Ah merde, j'ai pas mis la... Excusez-moi, on voit pas la... Non, là, c'est une maison de Joachim Guedes. Hein, c'est un architecte, je crois qu'elle date de 1967. Voilà, c'est un architecte de São Paulo. C'est un mec qui était assez copain avec Lina Bobardi. Et c'est vrai qu'il était un type, il avait un côté, je l'ai connu, il avait un côté un peu bien. C'était un combattant, quoi, c'est vrai, vraiment. Voilà. Et c'est vrai que, en plus, ce type, il avait fait un super projet pour euh, pour euh, pour Brasilia. Et puis il était persuadé qu'il allait gagner, quoi. Putain, il n'a pas compris que pour gagner, il valait mieux être Niemeyer et Lúcio Costa, et puis il valait mieux déjà connaître Kubitschek, qui était le président de, 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 du Brésil, pour le gagner, quoi. Donc il a été déçu toute sa vie, parce que c'est vrai que c'est un type, voilà, il était vraiment, oui, il n'était pas du tout, disons, bon, il n'était pas de Rio, il était de São Paulo, mais il n'était pas du tout dans les formes, vous voyez, donc sensuelles, donc de tous les architectes de Rio. Au contraire, c'était une architecture très, très brutale, voilà. Et là, effectivement, c'est un bâtiment en béton qui utilise aussi la préfabrication, d'ailleurs, comme le bâtiment de, de Schindler, là, qu'on vient de voir. Hein, c'est-à-dire que c'était un gros fantasme à São Paulo, à cette époque-là, dans les années 60. Vous voyez, arriver à industrialiser le bâtiment. Bon, c'est toujours des industrialisations bricolées, mais voilà, vraiment vouloir faire des choses brutales. Hein. C'est un brutal. Et ça, c'est la maison. Donc la maison, elle est assez géniale, parce que, vous voyez, il y a donc une partie en L, totalement, enfin, orthonormée, hein, qui enferme les pièces d'habitation, qui enferme presque c'est des petits appartements, hein, pour, une famille élargie. Et puis, donc, entre les deux ailes, donc, de la partie orthonormée, vous avez donc toute une partie organique. Et cette partie organique, donc, elle correspond à la toiture que nous venons de voir, et elle correspond surtout donc au grand espace commun, hein, de la maison. Et c'est vrai que c'est comme une sorte de paysage, là encore, oui, c'est comme si le paysage rentrait, hein, donc à l'intérieur de la maison. Et vous voyez, la cheminée, bon, c'est pas la cheminée comme Wright tout à l'heure, vous voyez, c'est pas un bloc dans lequel on met le feu, non, hein, le feu, il est dans la maison, vous voyez. Donc il est sur la dalle en béton, vous voyez. Et ensuite, donc, les fumées donc, hein, sont captées, hein, par la hotte, hein, qui descend du toit, hein, pour être rejetée donc, vers le ciel. Et c'est vrai, c'est fascinant parce qu'on ne voit pas très bien, mais vous voyez, on a l'impression d'être projeté complètement à l'extérieur du bâtiment, même s'il y a des vitrages.
Mais les vitrages, ils sont pas à la périmétrie, vous voyez, il y a une structure en béton qui permet de les maintenir. Il y a des ouvrants, mais il y a beaucoup de parties fixes. Et surtout, vous voyez, il n'y a pas de menuiserie. Et donc là, on est complètement livré à l'extérieur. Et bien sûr, il n'y a pas de mobilier, vous voyez, hein, l'espace du séjour, le cercle dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est un trois quarts de cercle, puisqu'il s'ouvre malgré tout donc sur l'extérieur. Eh bien, il est en béton et il vient donc entourer le foyer. Voilà, ça c'est la maison telle que je l'ai vue. Elle était plus ou moins abandonnée, mais elle devait pas l'être, je crois, parce que c'était l'époque où la mère de Rio, je crois, l'avait rachetée. Mais voilà, vous voyez, on a l'impression comme ça d'être en pleine nature, vous voyez, d'être dans un séjour complètement envahi par la végétation. Oui, les vitrages, ils sont vraiment à peine perceptibles. On sent pas du tout là. Il y a que des porosités. On sent pas du tout d'imperméabilité entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, bien sûr, donc la cheminée. Voilà, on imagine, vous voyez, voilà, un vrai feu. Voilà, vous voyez, le feu dont je parlais tout à l'heure, le feu qui a brûlé Los Angeles. Bah non, il est là. On le regarde comme un lion, comme une bête fauve, et on la tease avec des tisons. Voilà, une sorte de violence comme ça. Vous voyez. Violence du béton, violence du feu. Voilà. Autre exemple, bon, c'est la maison Horizon à, à, enfin, c'est à Olot, enfin près d'Olot. C'est une maison qui a été construite par RCR. Bon là, c'est pas du béton, c'est de l'acier Corten. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a une sorte de violence. Vous voyez, donc violence de l'acier Corten et violence du feu. Bon, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais enfin on voit sur le sol, il y a une partie avec des cendres, et donc le feu, il est directement sur le sol. Vous voyez. Il n'y a pas une pierre qui vient dessiner l'âtre. Il est sur les plaques de Corten. Il est là, il est à l'intérieur. L'ennemi est à l'intérieur. On l'a domestiqué. Tout comme le métal qui sort de terre, on a éventré la terre, on l'a sorti. Et il est là. Et on est donc dans l'opposition entre ces deux éléments, le feu et le fer. Voilà, mais c'est une maison aussi très fragile parce que effectivement, quand j'y suis allé, il fallait enlever ses chaussures parce que finalement, le métal, c'est vrai que je l'ai fantasmé comme étant quelque chose de très violent, mais en fait, c'est très fragile parce que si vous venez avec des chaussures dans cette maison, c'est sûr que c'est le cauchemar pour la propriétaire ou la femme de ménage qui va devoir ensuite effacer vos traces. Voilà. Mais vraiment, bon, j'ai parlé de fumée, c'est vrai que voilà, la cheminée, c'est aussi ce qui fabrique des nuages. Moi, je suis toujours impressionné. Enfin, c'est vrai que je me rappelle, à un moment donné, très souvent, je descendais en voiture comme je suis de Nice, avec mon oncle, on descendait en voiture de Paris à Nice. Et c'est vrai que quand je voyais les centrales nucléaires là, de la vallée du Rhône, je trouvais ça complètement fou, quoi. C'est sidérant comme paysage. Il y a l'eau du Rhône, et puis ces grands cônes. Bon, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur, mais il y a cette idée comme ça, voilà, vous voyez, de vouloir fabriquer donc de la vapeur, fabriquer des, des, des nuages. Et aussi, bien sûr, voilà, les images, vous voyez, de la ville au 19e, au début du 20e siècle, avec toutes ces cheminées d'usines et ce fog, là, vous voyez, terrible, là, qui finit. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé quelque part de la maison grecque, voilà, avec sa colonne de cheminée qui monte vers le ciel. Ça fait comme voilà, qui stigmatise, oui, pas qui stigmatise, mais qui, excusez-moi, enfin en tout cas, voilà, qui marque de toute façon le territoire de la présence humaine. Et là, tout d'un coup, tout s'inverse, quoi. Ça devient
un cauchemar, quoi. Ou là, hein, c'est une image tirée de Jules Verne, 500 millions de la Bégueule. Bon, c'est l'opposition entre deux villes. C'est assez intéressant de relire le livre aujourd'hui parce que c'est très marqué par l'antagonisme français-allemand. Puis il est très raciste aussi, c'est assez délirant. Mais voilà, il y a ce, il y a ce, il y a ce, vous voyez, il y a cette ville du métal, donc qui l'oppose allemande, qui l'oppose à la ville française, plus ou moins utopique, inspirée des cités jardins. Mais voilà, l'image, elle est sidérante, vous voyez, avec ces cheminées comme ça qui crachent du feu. Vous voyez, c'est une vision de voilà d'un monde en marche, hein, d'un monde en progrès, vous voyez, avec voilà. Et c'est vrai que je pense que cette image, voilà, elle a dû inspirer De Chirico quand il a dessiné toutes ces places publiques, ces places italiennes, toutes ces places fantasmatiques, comme celle-là, voilà, l'énigme d'une journée. Donc, il y a toujours effectivement un mur, un train, une statue, souvent une statue allongée, et puis toujours aussi une cheminée. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, il y a la tour, la cheminée, mais c'est vrai que la cheminée, c'est vrai que c'est toujours un centre, vous voyez, chez lui, voilà, autour duquel hein, son espace s'organise. Bien sûr, ce centre, il rentre en confrontation avec d'autres éléments, la tour, la statue, mais malgré tout, vous voyez, hein, c'est la cheminée. Voilà, c'est toujours cette idée de, même sous sa forme la plus violente, la plus industrielle, toujours cette idée du foyer, d'Estia, du centre. Hein. Voilà, puisque la Tolos d'Estia à Delphes, elle était placée vraiment donc, au centre du monde. Bon, bien sûr, Rossi, hein, après, après, après De Chirico, hein, il s'est complètement emparé de ce thème de la cheminée. C'est vrai que la cheminée d'usine, voilà, c'est vrai que c'est peut-être l'expression plastique, l'expression picturale la plus, la plus forte, vous voyez, pour désigner justement hein, ce centre hein, dont je parlais tout à l'heure, ce centre qui est défendu par une divinité timide, Estien, et là, tout d'un coup, donc, eh bien, il, 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 avait- il s'exprime voilà, à travers donc, une des images de l'agressivité industrielle la plus forte. Voilà, Rossi, donc avec, qui a décliné voilà, le thème de la cheminée d'usine, du phare, et Boulet aussi, bien sûr, qui a réfléchi hein, sur sur les tours, sur les phares, qui a réfléchi surtout sur la cheminée, sur la vapeur. Enfin, c'est vrai, il y a énormément de ces projets, si vous voulez, vous voyez, où vous avez de la vapeur, de la fumée. Et c'est pas de la fumée pour, bon, là, ici, effectivement, c'est un phare. Donc, effectivement, la fumée, elle correspond au feu, hein, qui est au-dessus de la tour, hein, pour prévenir les navires des récifs. Mais dans d'autres bâtiments, c'est vrai il y a des feux, et on a l'impression que ces feux, il y a de la fumée, pardon, il y a des volutes de fumée, et on a l'impression que ces volutes de fumée, voilà, ils correspondent donc à des rituels, ils correspondent à à des sacrifices, ils correspondent à des libations, hein, parce que c'est vrai que chez lui, vous voyez, cette dimension un peu sacrée du feu, hein, cette dimension rituelle, cette dimension religieuse, voilà, du feu, elle est, elle est toujours, elle est toujours présente. Voilà, autre exemple encore plus délirant, hein, c'est un autre phare, un phare tronconique, voilà, avec des vapeurs. Je trouve que c'est très, c'est, je sais pas si est-ce qu'on pense aujourd'hui à ça? Non, bien sûr, c'est pas la fumée. De toute façon, c'est une mauvaise réputation. Mais voilà, c'était assez fascinant, vous voyez, d'imaginer. Donc, voilà, nous, quand on fait de l'architecture, maintenant, on parle de lumière, on parle de ci, de ça, mais on parle pas, vous voyez, de volutes de vapeur, de, de volutes de fumée, hein, qui peuvent venir, donc, accompagner, accompagner l'émergence des volumes, vous voyez.
Bon, là, une centrale nucléaire de Claude Parent. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même, ça reste fascinant. Bien sûr, c'est pas des cheminées, c'est des cônes de refroidissement. Bien sûr, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Et c'est vrai que, bon, celui-là, il est bien, c'est Claude Parent qui l'a fait, mais en fait, je trouve qu'ils sont, quoi qu'on dise, je trouve qu'ils sont tous beaux. Mais toutes ces centrales nucléaires, c'est absolument sidérant. Vous voyez, parce que, effectivement, on peut les considérer, voilà, non pas comme des cônes de refroidissement, mais comme des fabrications de nuages, des fabrications de vapeur. Vous voyez. Voilà, l'architecte, hein. Comme le dit Boulet, d'ailleurs, voilà, comme l'a rappelé un de mes copains, tiens, c'est vrai, Philippe Madec, voilà. Boulet, c'est vrai que ce qui est important chez lui, c'est qu'il veut mettre en œuvre la nature. Et voilà. Hein, et donc, voilà, donc là, on voit cette mise en œuvre de la nature, puisque l'architecture, elle est capable de créer des nuages. Il faut dire, vous savez, toutes ces centrales nucléaires, elles sont dans des sites complètement sidérants, parce qu'il faut des sites vierges, en bordure de fleuves, donc dans des forêts, devant des plans d'eau. C'est totalement fou. Et ça, c'est des projets de Claude Parent. Bon, je les aime pas particulièrement, mais voilà, c'est quand même j'aime bien ce geste, j'aime bien cette, vous voyez, voilà, cette volonté comme ça, et avoir vu ça, avoir vu que les centrales nucléaires, bon, c'est des masses voilà, que l'on peut travailler. Ce sont des instruments, des dispositifs qui créent de la vapeur et on peut jouer voilà, on peut jouer avec cette vapeur. Voilà, vous voyez. On peut construire des bâtiments qui produisent de gigantesques volutes de fumée. Et là, ce qui est intéressant chez lui, c'est que voilà, il s'est beaucoup intéressé donc aux cônes de refroidissement. Et dans ce projet, là, par exemple, effectivement, il les a reliés. Vous voyez. Il devait y avoir 4 cônes, et puis donc plutôt que de faire 4 cônes indépendants, il les a rassemblés en un seul. Voilà. Ou dans celui-là, c'est vrai il a donné toute une dynamique. Vous voyez. Donc il a accentué accentué, il a, il a poussé à son paroxysme, voilà, vous voyez, à la dynamique très particulière, c'est à la fois parabole et hyperbole du cône de refroidissement. Bon, voilà, Boulet, oui, voilà. Bon, là, il n'y a pas, c'est pas des. Vous savez, j'ai eu d'autres exemples, mais j'ai préféré prendre celui-là, je le trouve plus cool. Et donc, voilà, c'est un volume, voilà, mais ce volume, il s'accompagne, vous voyez, bon, les nuages ne sont pas créés par l'architecture, mais ils s'accompagnent justement de nuages. Vous ne verrez jamais, vous voyez, dans ces perspectives, un ciel sans nuages, un ciel sans ombre. Tout est dramatique, voilà. Il faut dramatiser les choses. C'est ce qu'il dit, voilà, mettre en œuvre la nature. Donc, faire en sorte que la nature ne soit pas la nature, mais soit une œuvre. Et donc la dramatiser au maximum avec ses ombres et puis ces filets de vapeur, ces horizontales de vapeur qui viennent entourer le bâtiment. Ou là, bon, c'est pas Boulet, c'est Claude Nicolas Ledoux. C'est vrai que c'est un projet totalement sidérant. Donc, c'est des forges à canon, donc c'est pour fabriquer les canons. Et les fours sont de forme pyramidale. Mais c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de fours. C'est vrai, j'avais des images là, j'aurais pu les intégrer, c'est vrai, de fours à briques, donc au Vietnam, qui sont de forme sphérique. Voilà, c'est complètement délirant. C'est des choses qui ne sont pas faites par des architectes, c'est des choses qui sont totalement fonctionnelles. Et vraiment, voilà, ça permet disons, d'extrapoler, ça permet aussi d'organiser voilà, cette grande rêverie sur la cheminée, sur le foyer. Voilà, et puis donc, Eduardo Stonimura, son musée Paula Rego à Cascais. J'étais allé le voir il y a 15 ans, j'avais pas pu rentrer. Et la personne qui était avec moi m'a dit, oh, c'est pas grave, t'as rien raté. J'y suis retourné l'année dernière. Oui, j'avais vraiment tout raté. Voilà, donc c'est parce que les deux, le bâtiment, le bâtiment il est sans intérêt, c'est un musée. Bon, bien sûr,
c'est des toiles. Polarigo, j'apprécie pas particulièrement ce qu'elle fait, mais enfin, en tout cas, elle est très cotée, elle est très connue, donc tout est parfaitement, tout le bâtiment, il est parfaitement, disons, climatisé, mais sauf justement les deux espaces qui sont sous les pyramides, parce que les pyramides, là, justement, c'est ce qui permet d'introduire la dernière partie du cours, les pyramides, là, eh bien, elles ne rejettent pas de fumée, hein, mais elles rejettent de l'air vicié. Voilà. Hein, elles permettent de ventiler, hein, donc la cafétéria et puis la librairie. Et effectivement, donc c'est une ventilation qui est totalement efficace. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la référence comment s'appelle, à Ledoux, bon, c'est pas moi, hein, c'est lui, quoi. Parce que moi, je pensais qu'il avait fait référence, vous savez, aux cheminées qui sont comme ça, disons, pyramidales, hein, donc la cheminée du couvent d'Alcobaça, hein, c'est vrai qu'elles sont assez magnifiques, donc c'est des cheminées comme ça qui traversent la toiture et qui descendent dans la cuisine, et elles sont donc pyramidales. Il y a aussi les cheminées qui sont tronconiques du château de Sintra. En fait, non, pas du tout. C'est pas, faut pas croire que, comment s'appelle, Soto Nemura, c'est un architecte portugais. Non, c'est vraiment un architecte qui connaît l'histoire de l'architecture, qui est complètement dans l'architecture, et sa référence, c'est bien les, les, le doux, hein, et c'est forge à canon. Voilà, hein, la ventilation. Voilà la coupe. Hein, je vous disais, les autres espaces sont sans intérêt. Ils sont intéressants, ils sont sans intérêt, mais c'est là vraiment où on comprend toute l'importance du bâtiment. Voilà, donc effectivement, là, la cheminée, ça peut rejeter la fumée, on l'a vu. Bon, mais ça, c'est ça le truc originel. Hein. Mais maintenant, effectivement, avec le réchauffement climatique, avec aussi le fait qu'il n'y a plus il y a plus de feu dans les habitations. Qui va chercher à faire un feu chez lui, à Paris, même s'il a une cheminée? En tout cas, je ne le conseille pas parce qu'il risque de mettre le feu à son immeuble. Parce que avant de faire du feu, tu as intérêt à bien faire ramoner ta cheminée. Donc, vous voyez, on va pas utiliser les cheminées pour faire du feu. Et donc, on se tourne maintenant vers d'autres civilisations. Bon, des civilisations du feu aussi, bien sûr. Les Persans, c'est sûr que là, c'est à Yazd. C'est vrai qu'à Yazd, il y a encore des Zoroastriens et il y a encore donc des temples du feu. Enfin, c'est des temples assez archaïques, donc bien que ce soit des temples qui sont en terre crue, donc qui sont assez abîmés. Mais dans la ville même, il y a des temples qui sont comme des boutiques où on entretient le feu encore le feu pour la communauté. Mais bon, c'est pas la question maintenant. La question, c'est justement, vous voyez, ces cheminées de Yazd, hein, qui sont en fait des tours avant. Bon, je suis désolé, j'ai pas trop. Ça, c'est ma photo, d'accord. J'en ai fait d'autres, mais elles sont pas bien, et puis je n'ai pas trouvé d'autres. Mais voilà, vous voyez, ce sont des tours, hein, qui viennent capter les vents, hein, pour effectivement rafraîchir les intérieurs des maisons. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Hein. Parce que Yazd, donc, toutes les habitations, oui, disons traditionnellement, toutes les habitations, hein, sont faites en adobe. Vous voyez, c'est un mélange de paille et de terre crue. Et les murs, ils font peut-être 1 mètre d'épaisseur. Et effectivement, ces maisons, putain, c'est comme des thermos, quoi, tu vois. Hein, elles sont totalement isothermes. Hein. Et en plus, Yazd, bon, c'est en plein désert. Là, donc l'été, il fait très très chaud. Il y a juste un tout petit peu de vent, justement, que ces cheminées vont capter. Donc il fait très chaud. Mais par contre, autour de ces déserts, il y a des montagnes, vous voyez, très hautes. Voilà. Et dans ces montagnes, il y a de l'eau. Voilà, vous voyez. Donc les gens, ils ont creusé des puits dans les montagnes et pour faire descendre l'eau.
Et après, pour amener l'eau dans la ville, à travers le désert, ils ont enfoui des canaux, les canaques, vous voyez, pour pas que l'eau puisse s'évaporer. Et l'eau, ensuite, qui va traverser la ville, elle ne sert pas, vous voyez, à faire le ménage ou n'importe quoi. Non. Hein, elle traverse les maisons et elles apportent la fraîcheur de la glace, de la neige, des montagnes, vous voyez, qui est presque intacte, hein, et qui coule comme ça, donc dans les rez-de-chaussée, les caves, hein, des habitations. Oui, c'est tout un système, là, vous voyez. Donc des murs hyper épais, que bien sûr personne ne fait maintenant parce que c'est des murs en adobe, et si jamais il pleut, putain, tu dois tout reconstruire, quoi, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est un cauchemar parce que, bon là, c'est vrai, j'avais des photos, je ne les ai pas retrouvées, mais toute la moitié de la ville, elle est complètement détruite parce que qui va passer sa vie à construire sa maison? Vous voyez, c'est évident. Même les Persans, même les Iraniens, même les Zoroastriens, ils préfèrent lire, vous voyez, ou je ne sais pas quoi, écouter de la musique, ou faire de la musique, plutôt que de s'occuper de leur maison, c'est clair. Vous voyez. Et s'occuper et de la reconstruire, incessamment. Donc voilà, donc c'est disons, c'est un écosystème qui est en crise. Bon là où j'étais, c'était l'université d'architecture. Donc effectivement, il y a tout un ensemble de maisons qui ont été achetées. Donc, il y a des gens peut-être très riches encore qui ont des maisons, ou alors c'est souvent l'État, c'est les administrations de la ville, hein, qui viennent les occuper, les occuper et qui les entretiennent. Donc, vous voyez, vous avez ce système-là, donc les canaques d'eau froide qui descendent, qui traversent les maisons, hein, des murs extrêmement épais, hein, qui forment un espace totalement isotherme pour garantir la fraîcheur, et puis hein, ces tours, hein, qui à la fois donc rejettent l'air chaud, l'air vicié, et puis accueillent voilà, un air frais, et cet air frais crée des courants d'air en bas. Mais vous voyez, c'est encore plus que ça. Ça, c'est vraiment les gens, enfin, je reviendrai peut-être à la fin tout à l'heure, les gens qui savent habiter, pour lesquels, vous voyez, l'ambiance, justement l'environnement bien tempéré, là, comme dirait Banham, c'est ce qui est le plus important. Le reste, on s'en branle complètement. Et après, dans la maison, donc, vous avez la partie d'hiver et la partie d'été. Et donc, en fonction des saisons, on va habiter les parties les plus fraîches. Et puis, on migre, vous voyez, hein, dans sa propre maison. Voilà, donc un exemple, là, on quitte l'Iran, on est au Massif central, hein, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Putain, les Bagdirs. Merde, les Bagdirs iraniens. Et c'est dans une maison qui est, disons, un peu traditionnelle, vous voyez, pas traditionnelle, mais voilà, elle emprunte les formes, disons, résidentielles de ces alentours de Clermont-Ferrand. Hein, c'est un projet, pardon, de l'atelier Recita pour le restaurant universitaire de l'école de Clermont-Ferrand qui a été fait il y a peu de temps. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, voilà, vous voyez, ils ont travaillé, ils ont articulé deux modèles. Voilà, vous voyez, la maison traditionnelle, disons, qu'on peut trouver partout dans les campagnes, avec un pignon très épais, et puis qui soutient donc la souche d'une cheminée, et le bagdir iranien, parce que vous voyez, hein, ces cheminées, elles n'ont pas les proportions des cheminées qui rejettent de la fumée, donc elles sont très importantes, parce que justement, elles cherchent, vous voyez, donc, à capter le vent, hein, pour pouvoir ventiler voilà, l'intérieur, hein, de ce restaurant, de ce restaurant universitaire. Bon, je parle de ce projet. Hein, c'est pas le projet qui a gagné. Le projet qui a gagné est très très bien aussi, mais je trouve que très souvent, dans des concours, il y a des idées qui sont extrêmement fortes. Et surtout, il y a des architectes qui ont le courage, je vais y revenir à la fin, vous voyez, de 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 pas vraiment répondre à la demande. Là, bien sûr, ils répondent à la demande, mais de pas vraiment répondre à la demande, mais qui considèrent vraiment donc le concours d'architecture comme un grand espace d'expérimentation. Voilà. Mais à la fois d'expérimentation pour eux, mais aussi voilà, pour les maîtres d'ouvrage, et puis les gens qui peuvent regarder leur projet. Voilà, donc vous voyez, on voit vraiment le Bagdir maintenant, et c'est pas une cheminée. Donc voilà,
un restaurant universitaire, donc il y a des cuisines, il y a des cuisines d'un côté, il y a un réfectoire, il y a les- l'espace là pour prendre des plats, il y a la plonge. Et ce qui est intéressant, je l'ai tout à l'heure, bon là c'est la coupe, vous voyez, puis on comprend un petit peu comment les choses se passent, parce que tout est pensé, vous voyez, en- comment, ventiler, hein, surtout l'été, le bâtiment. Et vous voyez les volumes, enfin, on voit mieux, on va mieux le voir tout à l'heure. En fait, c'est une charpente très simple, mais la charpente, tu la vois pas quand tu es dans le bâtiment, parce qu'en fait, elle est cachée. C'est pas ça l'important. Hein, chaque fois quand tu rentres dans le bâtiment, tu rentres dans un volume, et comme une sculpture. Et en fait, cette sculpture, elle est pensée, hein, pour pouvoir effectivement être ventilée. Et notamment pour pouvoir rejeter en toiture les, les airs viciés. C'est pour ça qu'il y a cette cour anglaise, vous voyez, qui coupe le fait de la toiture. Hein, c'est pour rejeter donc l'air usé. Et le backdir, le Badgear, pardon, eh bien lui, il va chercher, là, vous voyez, l'air frais, hein, qui va remplacer l'air usé. Voilà, vous voyez, et chaque partie du bâtiment, voilà, c'est comme une sculpture, vous voyez, comme un nez, vous voyez, qui rejette l'oxygène, disons, qui rejette l'air usé. Bon, autre exemple encore plus liant, c'est celui de Philippe Madec, là, pour un immeuble de logement à Saint-Nazaire. Et c'est vrai que je trouve que ça exprime très bien le renouveau de la cheminée et aussi le renouveau des toitures, bon, un renouveau sur lequel reviendrai à la prochaine séance. Parce que vous voyez, ces trucs bizarres là qui sont en toiture, en fait, ce sont les cheminées de ventilation. Bon, on est à Saint-Nazaire, donc il y a des chantiers navals, et donc ça aussi c'est assez fort parce que lui s'est dit, putain, mais ici, il y a quand même qu'on appelle ça, des chaudronniers qui doivent être exceptionnels, qui travaillent sur les chantiers navals. Donc il est allé les voir, il les a contactés, et puis effectivement il a pensé que finalement il pouvait faire. Il avait bien sûr déjà réfléchi au Badghir iranien, il a toujours réfléchi à la ventilation, et là il s'est dit putain, je peux faire un truc quand même plus cool, puisque finalement il y a ces gens qui sont là, qui ne demandent qu'à travailler, à faire des trucs. Donc, vous voyez, il a imaginé tout un système. Enfin, finalement, le bâtiment, c'est ça que je trouve ça bien. Parce que vous voyez, le bâtiment, on le voit, bon, il est là, comme ça, là. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, mais tant mieux. Hein, parce que finalement, il n'a pas beaucoup d'intérêt, et effectivement, l'attention, elle se focalise, vous voyez, donc, sur ces cheminées. En fait, ces cheminées, vous voyez, ce sont des cheminées qui tournent sur elles-mêmes en fonction du vent, et ce sont elles rejettent donc le, elles, elles rejettent l'air usé des habitations parce que le vent, quand il les traverse, donc il anime, vous voyez, donc un élément rotatif qui permet, vous voyez, l'extraction de l'air comme une ventilation mécanique, mais là c'est complètement naturel dans les pièces. Et vraiment, ça a été des pièces qui ont été hyper bien pensées. Bon, c'est vrai que ça rappelle un tout petit peu les girouettes qu'on voit dans Paris, les girouettes parisiennes, et non encore sur les toits. Mais simplement, là, la girouette parisienne, elle fait peut-être ça, tandis que là, c'est des monstres qui font 4 mètres de haut, vous voyez. Parce qu'il faut pouvoir rentrer dedans, hein, pour l'entretien de ces mécanismes relativement complexes. Voilà, hein, c'est le principe. Hein, vous avez la girouette, vous voyez, on le voit, elle fait 4 mètres de haut, voilà, et on voit, je ne sais pas si on le voit, mais enfin, en tout cas, on peut comprendre, vous voyez, quelqu'un peut rentrer dedans, hein, pour la maintenance. Vous voyez, on voit la queue de la girouette, là, qui permet de s'orienter en fonction du vent dominant. Et puis ensuite, donc, on voit comment on appelle ça, les pales, hein, en haut, hein, rotatives, hein, qui vont être animées par le vent et qui vont extraire l'air usé. Et puis ensuite, on voit que tout le logement, ouais, c'est vrai, j'aurais dû apporter un plan, mais bon, les plans n'étaient pas très intéressants parce que justement, c'est comme ça. Vous voyez, le logement, en fait, il est pensé surtout en fonction donc de l'évacuation de l'air. Et donc, comme on le voit sur la coupe, vous voyez, vous avez la cuisine, les toilettes,
les séjours qui sont assez proches les uns des autres et qui forment une sorte de noyau, hein, où sont aspirés donc les airs usés qui sont ensuite dirigés, voyez, et aspirés par la girouette, enfin, par la cheminée d'aération en haut. Voilà, oui, on les voit. Et donc, hein, c'est des machines. Ah, c'est vrai que c'est fou parce que ça rappelle. Bon, je les ai pas faites voir parce que, enfin, Gaudi, je sais pas si j'aime ça finalement. Mais c'est vrai que la Casamila, c'est vrai qu'il a cherché à repenser à sa manière à lui, voilà, très picturale, très anecdotique. Voilà, il a cherché à penser les, les cheminées. Voilà, c'est comme des guerriers avec des casques. Voilà, mais ça, je trouve ça, c'est plus intéressant. C'est pas, voilà, c'est des guerriers aussi. Ah, c'est même, vous voyez, un peu, c'est même un peu comme des acteurs, voilà, du ballet mécanique d'Oscar Schemmler, vous voyez. Donc, on imagine. Enfin, je suis pas allé là-bas, mais je vais certainement y aller parce que je voudrais bien voir, vous voyez, quel est l'effet produit, vous voyez, ce fait que voilà, le bâtiment, c'est une base relativement neutre, et puis donc sur le toit terrasse, il y a cette agitation permanente des cheminées d'aération qui permettent d'extraire l'air usé. Voilà, peut-être ça c'est une hypothèse, vous voyez, pour revenir à une certaine, je dirais pas symbolique, hein, de la cheminée. C'est vrai que là aujourd'hui, la cheminée qui crache de la fumée, c'est vrai que voilà, elle a tout perdu parce qu'elle a perdu sa fumée. Hein, il y a plus de feu dans les appartements, et donc c'est pas, elle a perdu, disons, sa symbolique. Estia, elle est fatiguée, peut-être elle s'est mariée. Et donc, voilà, on a besoin, disons, d'imaginer donc autre chose. Voilà. Voilà, bon, bien sûr, on peut inverser. Bon, je voulais en parler, c'est le projet de, de l'agence ILE pour faire hein, cette recherche qui a été organisée par le pavillon d'Arsenal. Et c'est vrai que bon, le projet est très, très intelligent, voilà, parce que c'est tout à fait. Enfin, il mérite vraiment d'être vu, d'être analysé, parce que c'est très limité, mais c'est justement comme ça qu'on doit répondre à ce type de programme, hein, puisque sont concentrés sur toutes ces souches de cheminées qui sont célibataires aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, tu vas pas faire du feu dans ta cheminée, tu vas tout faire brûler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces souches? Pourtant, c'est ce qui fait le paysage parisien. Et donc, c'est de les réemployer et en trouvant, donc, en essayant de redéfinir un tout petit peu l'écosystème parisien, en reprenant l'îlot haussmannien, voilà, en déminéralisant la cour, les cours, en les plantant pour créer des zones fraîches, faire en sorte que cet air frais, il pénètre par les fenêtres dans les appartements, et puis qu'ensuite, donc, presque naturellement, vous voyez, il soit rejeté hein, par les, les- les conduits de cheminées existants. Bon, ou encore, bon, toujours en Iran, hein, c'est le jardin de Shahzadeh. Bon, il date du 19e siècle, mais putain là-bas, les jardins, ils les font depuis au moins 4000 ans. Et ils les font toujours comme ça, comme Aya, si tu voulais. C'est très simple, c'est un mur qui protège du vent, des canaques qui ramènent l'eau des montagnes enneigées à travers le désert, et puis après, donc, des arbres. Et c'est vrai que c'est un peu ce système-là, donc, hein, celui de piano pour l'école normale. Et en fait, vous voyez, l'école normale, donc, c'est un quadrilatère, comme un mur hein, qui protège du vent hein, le jardin. Le jardin, effectivement, il est correctement exposé au sud. Et puis ensuite, vous voyez, au fond, hein, les grandes cheminées qu'on voit, eh bien, ce sont là encore donc, des cheminées de ventilation hein, qui permettent de rejeter les herbicides. Voilà le jardin, et c'est pas le jardin le niveau important, hein, c'est le premier étage qui mène donc à la grande nef au fond où se rassemblent tous les laboratoires de recherche. Voilà les laboratoires de recherche avec les escaliers suspendus exactement comme tout à l'heure les escaliers de Wright à la maison sur la cascade.
Et surtout, vous voyez, on les voit pas trop bien, mais oui, on en voit quelques-uns. Il y a des grands tuyaux, hein, et ces tuyaux, donc, ils permettent, hein, de, de capter l'air vicié des différentes salles de cours qui se trouvent dans les étages. Et cet air vicié, il est attiré vers la cheminée parce qu'en fait, la cheminée, c'est une serre très chaude. Et donc, ça crée, disons, une sorte de mouvement, vous voyez, entre l'air frais qui est en bas et puis l'air chaud en haut. Et donc, l'air, il est presque naturellement évacué vers ces cheminées serres, ces grandes cheminées serres qui sont au-dessus du bâtiment. Voilà, bon, ça c'est. Le projet est tellement complexe que bon, ce schéma il est trop simple d'ailleurs pour l'expliquer, mais on l'explique au moins une chose, voilà, c'est que l'air qui rentre au niveau du premier étage dans le sol, dans la galerie, eh bien, il va remonter ensuite donc directement et être rejeté, hein, à cause du mouvement qui se crée naturellement entre un point froid et un point chaud, et donc il va ressortir du bâtiment. Bon, c'est plus complexe, mais je voudrais pas trop m'apesantir là-dessus. Voilà, pour terminer, on va revenir au mythe, et surtout parler de ce projet. C'est vrai, j'arrête pas d'en parler parce que je trouve ça génial. Là aussi, c'est un concours. Bon, c'est un concours de logements sociaux pour la RIVP. Bon, là aussi, c'est un concours perdu, je sais même pas qui a gagné, je m'en fous. Mais, et là aussi, c'est des gens qui ont pris des risques. Bon, la RIVP, c'est vrai que c'est un promoteur très ouvert, très intelligent, un des meilleurs promoteurs français. Et c'est sûr qu'elle ne pouvait pas les suivre là-dedans. Mais voilà, et on va voir pourquoi. Mais en tout cas, il fallait absolument faire ce projet. Voilà, parce que ce projet, donc, c'est des logements sociaux. Bon, il y a à la base aussi, je crois, un petit équipement. Mais surtout, c'est, voilà, on va voir que, voilà, là aussi, il est question de cheminée de ventilation. Et puis, voilà, il est question de cheminée de ventilation qui réorganise complètement l'espace d'habitation. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, quoi, le foyer. Là, on a vu chez, comment il s'appelle, Guedes, que je connaissais. Hein, toute la famille était nombreuse, parce que vous avez vu toutes les pièces d'habitation, elles se réunissent, voilà, vous voyez, autour du feu. Voilà. Et après, ils vont dans leur partie privée. Et là, en fait, ces cheminées, on va voir qu'aussi, c'est le point fort de l'habitation. Bon, les architectes, c'est Julien Boideau et Boris Boucher. Bon, là, c'est la façade arrière. La façade arrière, vous voyez, d'ailleurs, ça reprend un tout petit peu les murs mitoyens, vous voyez, on voit les conduits de cheminée. D'ailleurs, oui, c'est ça. Donc, plus ça monte, plus vous avez de conduits pour évacuer les cheminées. Mais c'est juste un truc formel, ici. Et là, vous voyez, ça c'est le plan. Donc, attendez, je vais revenir. Voilà, vous voyez les grands éléments verticaux, là, c'est les cheminées de ventilation qui scandent la façade. Voilà. Et là, donc en bas, hein, c'est la façade sur le boulevard que l'on a vu d'abord. Et vous voyez, ces cheminées de ventilation, eh bien, elles sont contiguës donc aux pièces d'eau, voilà, aux douches, aux baignoires, vous voyez. Hein. Et donc, et ensuite, elles sont en pierre. C'est ça qui est aussi fou. Il n'y a pas de. Bon, là aussi, il y a beaucoup. C'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, mais l'idée, hein, c'est d'avoir des espaces donc parfaitement ventilés avec un matériau, voilà, un vrai matériau. Il n'y a pas du carrelage, pas du plastique, pas du plâtre. Hein. Mais et quand on est nu dans sa douche, voilà, on a les pieds sur la pierre, on peut toucher la pierre. Voyez, voilà. Hein, et quelque part, voilà, c'est presque aussi, quelque part, c'est presque aussi fort, hein, donc, que l'habitation qui se crée autour du foyer, autour du feu. Hein. Et là, non. C'est l'habitation, il y a une sorte de, vous voyez, le système traditionnel, quelque part, il est retourné comme un gant. Hein, dans le système traditionnel, vous avez le séjour avec la cheminée, et puis au fond, eh bien, vous avez les pièces d'eau, les toilettes, les salles de bain, hein, souvent qui sont pas aérées, qui sont pas aérées, qui n'ont pas de lumière, tandis que là non, les pièces d'eau, elles sont reportées en façade. Hein, c'est elles qui ont droit donc à avoir des cheminées,
pas des cheminées qui rejettent la fumée, mais des cheminées qui rejettent l'air vicié et qui prennent de l'air frais. Et ces espaces, vous voyez, ce sont il appelle ça, je crois, oui, c'est comme, oui, on voit la tour à droite, hein, c'est comme des piles, hein, c'est des colonnes, voilà, hein, dans lesquelles s'empilent les salles de bain. Et surtout, vous voyez, on a peut-être vu sur le plan, les salles de bain, elles s'ouvrent de tous les côtés, vous voyez, donc à la fois sur la chambre et sur le séjour. C'est vraiment le lieu, voilà, le plus important de l'espace. Voilà. Et là, voilà. Et là, on voit une enfilade avec, vous voyez, une chambre, la salle de bain qu'on peut traverser et le séjour. Et c'est la salle de bain, vous voyez, la pièce la plus importante autour de laquelle toute la vie, vous voyez, de l'habitation s'organise. Voilà, c'est là aussi où je veux en venir, vous voyez, qu'une nouvelle mythologie, ou revenir à la mythologie, voilà, c'est vrai, voilà, c'est pas, oui, c'est plus Hermès, c'est plus Hestia, voilà, la célibataire, c'est plus Hestia, voilà, la célibataire, celle qui, voilà, qui reste vieille fille, qui se marie pas, hein, mais c'est Vénus, putain, l'inverse absolu. Hein, c'est Vénus qui sort de sa coquille de douche là, et autour de laquelle, vous voyez, donc l'appartement s'organise. Voilà, c'est Vénus avec ses naïades. Voilà, donc une autre mythologie, hein, qui peut remplacer celle du feu. Mais on est toujours, si vous voulez, donc dans l'espace bien tempéré. L'espace bien tempéré, hein, quand on est dans un dans une dans, dans, enfin, dans des espaces traditionnels, et l'espace bien tempéré quand on est dans un milieu où le réchauffement climatique se dessine. Voilà, choisissez. Merci.